Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'eau. Eau miraculeuse, eau lumière, Fabienne Raoult remonte au fil de l'eau pour comprendre, analyser, explorer des pistes entre science et spiritualité. L'eau a-t-elle une conscience? Est-elle messagère d'informations en lien avec l'invisible? Découvrons ensemble l'enquête de Fabienne Raoult au travers de son nouveau livre « Tout est lié ». Merci Fabienne de nous recevoir chez toi. On est dans ton cabinet. Sortir ton deuxième livre, Tout est lié. Déjà un superbe titre. Qui réunit en fait plusieurs éléments sur l'eau, qui a une conscience, une âme. On est entre la science, la spiritualité, avec un acte majeur qui commence au tout début de ton livre, avant cette enquête sur l'eau, sur ce cheminement vraiment intéressant. Un acte fort à Lourdes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc effectivement, ce livre, la genèse de ce livre en fait, a débuté à Lourdes en 2019, où j'y suis allée avec une amie et où on a vécu une expérience très particulière de guérison, puisque nous avons prié pour un ami à Sonia, et le lendemain en fait on est allé au bain. En fait, c'était une première expérience pour moi et puis pour Sonia également, et qui a été très très intense pour moi, une expérience très forte, très particulière, où j'ai revécu d'une certaine manière, alors entre guillemets, j'ai revécu mon EMI, c'est-à-dire cette notion de mort et de naissance dans le bain. Et à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions justement sur l'eau, ses facultés de guérison, son lien avec justement notre conscience, avec notre âme. Et comme je suis scientifique à la base, j'ai voulu creuser cette piste-là. Je me suis posé des questions et j'ai tiré le fil d'une certaine manière. D'accord. Quelle était ta disposition d'esprit? Tu es croyante à la base, je dirais, pour aller à Lourdes, pour tenter ce baptême? Est-ce que ça a été vraiment un point initiatique pour toi, vraiment ce début de démarche? Alors, je ne suis pas croyante, je n'étais pas croyante avant, donc j'ai pas eu d'éducation religieuse, j'étais athée, donc je sais pas si c'est le terme athée, mais en tout cas je n'avais pas de spiritualité, je me posais même pas de questions en fait sur l'après-vie, jusqu'à ce que je vive en fait une EMI en 2004, donc qui là moi c'était mon séisme, comme je dis, mon séisme intérieur, puisque ça m'a donné accès à une autre dimension. Et donc quand je suis allée à Lourdes, en fait c'est parce que je ressens un lien à Marie depuis un certain nombre d'années, et ce lien n'était pas forcément dans un cadre catholique religieux, mais vraiment cette énergie de Marie qui m'accompagne, qui me porte, que je sens très 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 présente, très douce, très bienveillante, et à qui je fais appel également dans mon quotidien, et plus particulièrement en séance également. D'accord. Et quand tu as fait ce bain, cette eau de guérison, tu as senti cette connexion très forte à Marie, comme s'il y avait quelque chose qui se connectait? Oui, complètement. En fait, ce qui s'est passé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se présente nu. Alors, on est caché sous un drap, bien évidemment. Donc, c'est deux hospitalières de part et d'autre qui nous amènent au bain et qui nous plongent pendant quelques instants dans cette eau à 12 degrés, donc sauf la tête. Et en fait, on émet une intention, une demande avant à la Vierge, donc qui est juste au-dessus du bain. Et en fait, moi, je ne savais pas quoi demander. Et la seule chose que j'ai demandé, c'est j'ai dit j'aimerais avoir encore un cœur pur. Voilà, juste simplement avoir un cœur pur. Là, on a récité Je vous salue Marie. Les hospitalières m'ont demandé si c'était ok, si elles pouvaient me baigner. Donc j'ai dit oui. Et en fait, quand je me suis relevée, j'ai eu ce sentiment j'ai eu plein de sanglots. J'ai eu une émotion qui me dépassait. C'était pas des pleurs de joie, c'était pas des pleurs de tristesse, c'était quelque chose d'autre qui me dépassait, où je me sentais vraiment toute nue, mais vraiment dans tous les sens du terme, face à Marie. Et elle savait tout de moi, quoi. C'est-à-dire, j'allais dire mes qualités, mais surtout mes défauts, ce que j'ai bien fait, pas bien fait, mes erreurs de vie aussi. Et c'était vraiment nu comme un verre, c'est pour ça que je parle de
comment dire, de similarité avec cette EMI parce que c'était la même chose, quoi. C'est-à-dire, on passe dans une autre dimension, là qui était quand même bien terrestre, mais je sais pas, mon âme, en tout cas, n'était peut-être plus trop là quand j'ai vécu cette expérience à Lourdes. Et j'ai ressenti effectivement que j'étais aussi nulle que lors de mon EMI, face à ces êtres qui m'attendaient, qui étaient face à moi, et desquels se dégageait un amour infini pour moi. Voilà, donc il y a eu cette j'allais dire... bouffée d'émotion. Et puis renaissance en même temps. C'est un acte de purification, comme si tu te lavais, j'allais dire, de tes péchés, si on doit reprendre des termes de cet ordre. Et puis, toi, quel impact ça a eu dans ta vie? L'EMI avait forcément bousculé les choses, donc c'était un deuxième acte fort qui te propulsait vers un autre chemin de ta vie. Comment tu l'as vécu? Quel impact ça a eu par rapport à tes soins, aux soins que tu peux donner? Enfin, comment tu... Par rapport à Lourdes ou par rapport à... Après Lourdes, en fait. Après Lourdes, ouais. Ouais, si tu dois avoir un peu de recul par rapport à cette expérience, qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? Justement, encore plus de connexion à Marie, j'allais dire. Une grande force, une grande présence. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas seulement l'énergie de Marie, comme on peut le dire, d'ailleurs, comme je l'ai pu le dire avant dans des interviews, avant 2019, enfin, en tout cas, avant cette expérience-là, où l'énergie de Marie était effectivement quelque chose qui n'était pas forcément catholique, chrétien. Or là, c'est comme si il y avait cette puissance, en fait, presque de la chrétienté, j'allais dire. Enfin, je l'ai ressenti comme ça. Voilà. Donc ça a été très 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 fort aussi pour moi. C'est un peu comme une espèce de recadrage, quoi, j'allais dire. Parce que souvent on parle de l'énergie de Marie, quelque chose d'un petit peu presque éthéré, un petit peu. Voilà. Et là c'était pas tellement ça, c'était pas tellement ça. Mais par contre, oui, moi justement, ça m'a recadré sur ma notion de péché, sur ma notion entre guillemets, qui n'est qu'ignorance. En fait, parce que je ne connaissais rien à la religion, je ne connaissais rien au dogme. Alors, je ne suis pas plus dans le dogme aujourd'hui, mais ça m'a fait poser des questions en tout cas sur finalement d'où nous venons en tant que société aussi qui s'est construite autour de Marie, de Jésus depuis 2000 ans. Et donc tout ça, ça m'a quand même pas mal interpellée. D'accord. Ça m'a pas mal interpellée, ouais. Ça a été très très fort aussi cette expérience. Donc du coup, de cette eau qui guérit, de la guérison par l'eau, tu as creusé au cours d'une enquête que tu nous exposes dans ton livre, l'eau sous ses multiples facettes. Oui. Donc c'est l'eau aussi qui vient avec une mémoire, rééquilibrer des mémoires cellulaires aussi. Et tu vois un lien entre l'eau quelque part et l'invisible, l'impalpable. Comme si l'eau était messagère de cette force plus grande que nous pour aller travailler sur le corps physique et ses corps subtils. Oui. Dans ton livre, tu nous livres 2 expériences, l'une avec Jean-Marie Le Gall, qui parle de magnétisme, et la seconde avec quelqu'un qui fait de la médiumnité sur l'eau, comme si elle voyait dans chaque eau une âme différente, une personnalité différente qu'elle arrivait à scanner. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors... Avant juste de parler effectivement de ces 2 expériences avec Jean-Marie et Jean-Marie Le Gall et effectivement cette femme médium, juste pour faire le lien encore avec Lourdes, c'est qu'en fait l'eau de Lourdes est guérisseuse. Il y a à peu près les cas de guérison sont liés dans 70% des cas grâce à l'eau en fait. C'est l'eau de Lourdes qui, que ce soit en ablution, que ce soit justement au bain, que ce soit en ingestion, l'eau est guérisseuse. Voilà. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que cette eau de Lourdes elle a des propriétés particulières? Oui. Voilà. Donc ça a été un petit peu ce qui m'a amené à justement ces expériences, différentes expériences avec la mémoire de l'eau. Enfin voilà. Et notamment, quand Jean-Marie m'a dit, écoute, parce que Jean-Marie aussi est quelqu'un qui s'est prêté en fait à des expériences scientifiques. Donc il est magnétiseur, il est médium. Et en fait dans les années 80, il y a une expérience qui a été faite à Villejuif, à l'hôpital à Villejuif, en présence donc, de Yves Lignon, qui est un mathématicien, statisticien, et du professeur Schwarzenberg, à l'époque, qui était un grand cancérologue. En fait l'expérience avait consisté à magnétiser effectivement de l'eau
et d'arroser ensuite des plants, enfin des pousses, des graines de radis ou de petits pois. La conclusion de Yves Lignon, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que les pousses des radis, la longueur des pousses des radis était supérieure au lot témoin, c'est-à-dire sur lequel on n'avait pas utilisé, enfin on n'avait pas magnétisé l'eau en fait. Voilà. Donc ça c'est intéressant, il dit que ça ne peut pas lier au hasard. Donc il y aurait une action du magnétisme animal, comme on appelle ça, le magnétisme animal de Jean-Marie. Donc une action effectivement de connexion, donc puisque Jean-Marie se connecte à la lumière, et il transmet cette lumière à partir de ses mains à l'eau. Donc ça c'est intéressant je trouve, hein, comme l'eau qui reçoit finalement une information d'un être humain. L'autre expérience donc, qui a été faite avec effectivement une médium clairvoyante a consisté en fait à lui présenter différents types d'eau issus, alors il y avait de l'eau du robinet tout simple, il y avait de l'eau en bouteille, il y avait de l'eau de montagne, il y avait également de l'eau de la rivière, enfin, qui s'écoule dans la mer. Il y avait un mélange en fait, un jus de fruits. Donc ça c'était le petit piège. Et donc les bouteilles étaient toutes occultées, donc avec un papier blanc, puisqu'elle me disait qu'elle avait des ressentis justement sur l'eau, quoi. Donc je me suis dit, bah attends, on va faire un test. Voilà. Quand elle parle de ressenti, elle rentre dans la matière en fait. C'est comme si sa conscience rentrait dans la matière. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle a accès à l'information donc vibratoire finalement de l'eau, de là où elle est allée, c'est-à-dire non seulement elle voit par exemple, elle peut me dire bah là je vois par exemple qu'il y a des rochers, donc c'est par la vue, c'est par parfois il est arrivé également qu'elle ait une odeur, donc ça fait appel à différents sens. Et puis parfois elle me disait bah là je sens qu'il y a beaucoup de mouvement, ça va vite, ou alors bah, l'eau elle est en colère. Donc une partie plus émotionnelle, et se dire mais l'eau est en colère, mais comment ça se fait? Voilà, donc en fait cette eau capte effectivement l'information du lieu dans lequel elle est passée. Et donc ça c'est quand même assez intéressant, parce que cette femme ressent finalement les vibrations de cette eau. Mais ça pourrait aussi également expliquer pourquoi on arrive, en l'occurrence les médiums ou les voyants arrivent à percevoir des informations chez les gens. Parce que peut-être notre corps étant constitué d'eau, eh bien on émet aussi forcément des informations. Tout à fait, ouais. Voilà. Donc ça aussi c'est assez passionnant. D'accord. Parce que tu expliques aussi dans ton livre cette notion de domaine de cohérence. C'est-à-dire que l'eau, on peut par exemple faire des analyses, comme l'eau de Lourdes, il n'y a rien de particulier. On émet des hypothèses et rien ne se passe au niveau de l'analyse. Mais de par sa structure, comme si une empreinte vibratoire venait au niveau énergétique donner quelque chose de différent à cette eau, tu émets cette hypothèse du domaine de cohérence. Est-ce que tu peux nous l'expliciter? Alors, la notion de domaine de cohérence, là, il faut aller dans l'infiniment petit. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est une théorie qui a été émise par différents chercheurs, dont Marc Henry, qui est un chercheur enseignant à l'université de Strasbourg et qui s'intéresse à l'eau, mais d'un point de vue physique quantique. Donc vraiment dans l'infiniment petit, au niveau cellulaire par exemple, c'est de l'ordre du nanomètre, 10-9 mètres. Donc ce que dit Marc, il dit en gros, on a deux types de domaines, en fait on a un domaine de cohérence et un domaine d'incohérence. Le domaine de cohérence, il faut imaginer que les molécules d'eau sont comme des enfants qui tous vont se donner la main. Donc c'est des molécules d'eau qui se donnent la main, on va dire. Et dans cette ronde, eh bien, il y a du vide. Et c'est du vide physique à queue. C'est-à-dire, c'est que des ondes en fait, électromagnétiques. C'est un champ électromagnétique qui se trouve à l'intérieur. C'est pas du vide au sens néant. Et ce domaine donc, de cohérence eh bien, garde l'information d'une molécule, par exemple, donc sa signature électromagnétique, elle garde cette information. C'est comme un espace de stockage. Un espace de stockage, c'est exactement ça. Ça engramme un code. Exactement. Et
il y a ce qu'on appelle le domaine d'incohérence, où en fin de compte, ça va former comme une farandole, et donc il ne va pas y avoir de rondes, elles vont être, voilà, ça va faire quelque chose comme ça, hein. La boucle n'est pas bouclée, donc il n'y a pas de vide là-dedans, donc il n'y a pas d'information. L'information ne peut pas être stockée plutôt, elle ne peut pas être stockée. Voilà, donc en fait, l'eau, elle est constituée à la fois de domaines de cohérence et de domaines d'incohérence. Et ça, c'est comme en informatique, c'est comme ça faisait comme en codage, ça fait du 1 et du 0, du 1 et du 0, du 1 et du 0. Donc en fait, tout ça va créer derrière une structure particulière et de l'information particulière. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que Marc-Henri dit que l'eau est morphogénique quelque part, parce qu'elle peut stocker de l'information de par cette structure très particulière en termes de matière. Alors oui, alors pas tout à fait. Oui, pas tout à fait. En fait, la notion de l'eau morphogénique, c'est qu'en fait l'eau prend une forme morphogénique, c'est la forme, c'est en lien avec la forme. Donc elle a cette capacité de prendre une forme finalement particulière, comme nous, notre corps, comme le corps d'un chat, le corps d'une plante, etc. Elle a une forme, elle est informée, l'eau est informée d'une forme. Donc c'est informé suite à ce domaine de cohérence qui paraît s'adapter à une structure pour recevoir l'information. Tout dépend, voilà, de l'assemblage de ces données qui vont créer effectivement une information, enfin, vont contenir une information qui va donner une forme. Voilà. C'est ça. Comme l'ADN, plus ou moins. Exactement. De... Exactement. Et la notion donc de quatrième état de l'eau, donc qui est l'état morphogénique, hein, puisque les trois c'est solide, liquide, gazeux. Le quatrième état, donc c'est morphogénique. Et ce qui est intéressant aussi, ce que Marc-Henri nous dit, c'est que l'ADN, hein, typiquement, en fait, souvent elle est étudiée uniquement de manière simple, c'est-à-dire juste l'ADN. Or, elle est entourée de couches, hein, de différentes couches d'eau. Et s'il n'y avait pas ces couches d'eau, eh bien, l'ADN ne pourrait pas vivre, ne pourrait pas, il exploserait quoi, en fin de compte. Voilà, il n'aurait pas... et donc, on n'existerait pas, quoi. Oui. Donc, il y a ça aussi, cette notion d'eau qui finalement nous fait vivre, dans tous les sens du terme. Hein. Donc, voilà, donc ça c'est intéressant aussi. D'accord. Donc, source de vie, moyen de purification, lieu de génération, l'eau est lumineuse, sacrée, miraculeuse. Quels sont les liens forts entre l'eau et la lumière, selon toi? Alors, donc on a bien compris, nous sommes composés d'eau, alors déjà de manière macro, on va dire, hein, alors il y en a qui disent entre 60 et 70%, enfin voilà, ça dépend. Il faut savoir que le cerveau, il contient quand même 80% d'eau. Par contre, dans l'infiniment petit, on a 99%. Donc ça, c'est intéressant. On est de l'eau, mais clairement, hein, que de l'eau, enfin pratiquement que de l'eau. Et il y a une chose intéressante, c'est qu'il y a 2 expériences scientifiques qui ont été faites. La première à la conception. Et la conception a été filmée, c'est-à-dire quand un spermatozoïde finalement rentre dans l'ovule. Et ils se sont rendus compte, puisque ça a été filmé, les chercheurs ils se sont rendus compte qu'il y avait une émanation de lumière. Donc moi je trouve que ça, c'est quand même assez intéressant. Au moment de la mort de nos neurones, de nos cellules du cerveau, eh bien, pareil, la mort finalement, c'est une explosion de lumière. Ils ont filmé ça également comme un feu d'artifice. Même le terme employé, c'est un feu d'artifice. Mais entre la conception et la mort, il y a la vie en tout cas biologique sur Terre. Donc nous portons aussi cette lumière, nous sommes constitués de biophotons. Donc nous portons cette lumière et l'eau interagit, l'eau c'est le vecteur de cette lumière aussi. Donc ça c'est intéressant. Les deux sont liés, bien évidemment, les deux sont liés. Et moi ce que je dis souvent c'est que cette lumière-là, bien évidemment, alors ça rejoint un petit peu les EMI, mais on repartira aussi dans cette lumière. C'est-à-dire qu'on la porte sur Terre, mais bien sûr on continue dans la lumière après. D'accord. Et du coup, notre eau intérieure, notre corps stocke cette lumière et vraiment cette bibliothèque d'informations, ce stockage. Il y a un vrai stockage de l'information, effectivement, dans notre corps, en lien avec la lumière, qui sont aussi des biophotons. À mon sens, la lumière qu'il y a après, c'est pas forcément des photons. Donc il y a, parce que bon, il y a un principe d'Einstein qui dit qu'on ne peut pas aller plus vite que la lumière, hein, voilà. Donc il y a des chercheurs qui disent, peut-être que ce sont des tachyons, enfin après on donne les noms qu'on veut, mais c'est des particules qui iraient plus vite que la lumière, voilà. Donc on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est finalement cette lumière qu'il y a après, mais en tout cas je trouve que sur le principe c'est intéressant
d'avoir cette notion de lumière que l'on porte en nous. D'accord. Et comment, du coup, dans notre vie, on peut, au travers de l'eau, je dirais, rester sur cet équilibre de lumière. Je vais prendre quelque chose de plus lié à l'invisible. On vient avec une mission de vie. Donc il y a cet éclat lumineux qui nous fait nous incarner en tant qu'être fait principalement d'eau. En quoi cette eau intérieure est en connexion avec cette lumière et cette mission supérieure, ou en tout cas de vie que nous avons à incarner? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'en fait, on est des récepteurs, d'informations. Alors l'information, elle est en nous, mais elle est aussi tout autour de nous. En fait, l'eau, elle est dans l'air. L'eau est dans l'air, mais l'eau, elle est aussi... La plupart de l'eau qu'on a sur Terre, elle vient bien sûr aussi des océans, mais aussi des météorites. Donc l'eau est extraterrestre. Extraterrestre dans le sens en dehors de la Terre, elle est dans l'univers. Alors, on peut se dire finalement qu'on a accès, grâce à notre corps aussi, à cette information qui se situe ailleurs. Et pourquoi pas dans d'autres... Comme si on était juste une goutte de cet océan qui est beaucoup plus vaste. Oui. De toute façon, on est relié. J'allais dire que l'eau, en fait, n'est qu'une interface. C'est un vecteur d'information. Vraiment, un vecteur d'information entre donc, la matière, telle qu'en tout cas on croit être de la matière, et ce champ d'information qui est du vide. Enfin, qui est comment dire, alors là c'est pas le vide physique à queue, je parle du vide qui est un champ électromagnétique dans lequel on baigne en réalité sans vraiment le savoir, parce qu'on a une forme, encore une fois nous sommes une forme d'eau informée, en lien avec l'intérieur de notre corps qui comporte plein d'informations issues de nos ancêtres aussi, mais pas que, issues de ce qu'on peut vivre, des expériences de notre vie, et puis d'autres plans aussi, qu'on appelle les plans subtils, qui peuvent interagir avec nous grâce à cette eau de notre corps. Après, c'est pas démontré là, ce que je dis, c'est juste une hypothèse. Fabienne, on sait par le livre que ton grand-père était sourcier. Donc on voit bien, comme tu parles d'informations aussi qui viennent de ta branche, des ancêtres, qu'il y a quelque chose de plus fort avec cette eau aussi qui coule en toi. On voit bien que les sourciers ne sont plus forcément respectés, on en voit de moins en moins, on les utilise de moins en moins par leur capacité. Est-ce que tu crois qu'il y aura à nouveau un respect des sourciers, des sources, de l'eau en général? Je ne peux que l'espérer en tout cas, parce que l'eau est essentielle à notre vie. L'eau pour moi sur la terre, c'est vraiment comme le sang qui coule dans nos veines, quoi. La terre pour moi elle est vivante, donc l'eau c'est vraiment le sang qui circule. Donc si on respecte pas ça, pour moi ne pas respecter la terre c'est ne pas nous respecter nous-mêmes en fait, Et cette eau qu'il y a dans le sol, elle comporte de l'information. Voilà, donc le géobiologue ou le sourcier, comme on dit, il sait très bien qu'il y a certains endroits sur lesquels il ne faut pas planter, par exemple, ou planter des arbres, par exemple. Je donne un exemple dans le livre. Et c'est pas lié à l'eau en tant que telle, mais au rayonnement. Voilà. Ou alors, on sait très bien qu'il ne faut pas placer non plus son lit à un tel endroit, au-dessus d'un cours d'eau, parce que ça peut développer derrière des pathologies, en fait. Donc, moi, c'est sûr que j'espère qu'il y aura une vraie prise de conscience, effectivement, de l'intérêt que représente l'eau pour nous. Déjà, parce que c'est essentiel dans notre vie tous les jours. On sait très bien que si on ne boit pas suffisamment d'eau, notre corps se déshydrate. Donc, derrière, ça peut amener des problèmes de santé. Mais au-delà de ça, l'eau, pour moi, est sacrée et vraiment, elle est spirituelle aussi. Donc, elle est, à mon sens, ça peut être aussi un beau vecteur de lien avec d'autres, encore une fois, avec d'autres mondes, peut-être l'au-delà et d'autres univers même presque. C'est des hypothèses qui me viennent en fait. Oui. Voilà, je pense qu'on n'a pas découvert tout ce que l'eau peut nous apporter justement en termes d'information et puis de mystère. Ça reste un mystère, l'eau pour l'instant. Alors tu parles également de conscience poisson. Il y a quelque chose qui se tisse entre l'eau, une forme d'énergie liée aux EMI. Tu
parles aussi, alors c'est un terme qu'on connaît peu, on connaît les EMI, on connaît les NDE, mais tu parles de Near Birth Experience, donc NBE. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'est l'NBE, puisque c'est vrai que dans le livre on en prend conscience et c'est intéressant d'aller sur ce champ, et puis en quoi c'est lié à l'eau et comment cette conscience poisson s'exprime autour de l'ensemble de ces éléments? D'accord, alors déjà la notion de conscience poisson, il y a eu 3 témoignages qui pour moi m'ont marqué. Donc on n'est pas au niveau du NBE là, mais NDE, Near Death Experience, c'est-à-dire l'expérience de mort imminente. Donc il y a eu 2 personnes qui lors d'un accident ont fait une sortie de corps. Et quand ils se sont vus sous une forme, ils l'ont décrit comme ça, un peu comme la forme Abyss, dans le film Abyss, une forme un peu justement un peu conique, un petit peu en forme de, comment dire, je sais pas comment il s'appelle cet être là qu'on voit dans Abyss, mais qui a une forme poisson, un petit peu, tétard, un petit peu, voilà, domaine océanique en tout cas. Et l'autre témoignage est aussi similaire. Voilà, donc pourtant ce sont 2 personnes qui ne se connaissent pas. Donc ça interpelle quand même. Ça interpelle de se voir, non pas en tant que forme humaine qui sortirait du corps, ou forme, je sais pas, mais une forme un peu issue des océans finalement, de nos origines. Et puis le 3e témoignage, qui est celui comment dire, ah oui, il y a aussi, pardon, j'ai oublié, il y avait celui de Paki qui est très intéressant, qui est une femme qui était dans le coma. Et sa meilleure amie, avec qui elle était très proche, très liée, a vu Paki, pourtant elle était dans le coma, a vu Paki se présenter à elle en forme de poisson. Bon, c'est quand même assez surprenant, elle avait une tête de poisson, ça interpelle. Un autre témoignage, effectivement, c'était celui de Maria Bishra qui, lors de son EMI, est passée de l'autre côté, était dans cette lumière et a vu de l'eau qui scintillait et de l'eau qui vivait. Elle était animée, cette eau, voilà. Et elle avait une âme, comme elle dit, elle avait une âme. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on se dit, mais en fin de compte, finalement, une fois qu'on meurt, notre eau, voilà, c'est une hypothèse aussi, notre eau continuerait à vivre ailleurs. Et l'eau, pour moi, il y a vraiment une notion encore une fois, de dimension sacrée là-dedans. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point, mais en tout cas, elle est très importante. Pour tout ce qui est NBE, effectivement, c'est alors Near Birth Experience, expérience de naissance imminente finalement. C'est un kiné qui émet cette idée en fait, que l'enfant, enfin le fœtus dans le ventre de sa maman, eh bien, vivrait dans un état comme un état d'amour absolu, de lumière dans lequel il baignerait, et qu'au moment où il naît, eh bien là, il passe dans quelque chose qui était de l'ordre du spirituel à quelque chose qui est très terrien, qui est très difficile, comme on connaît notre vie de tous les jours. Donc en fait, cet état de fœtus se développerait, comme on peut finalement peut-être le ressentir aussi quand on est dans l'eau, quand on va dans l'océan, on se sent très enveloppé, un sentiment de plénitude, un sentiment d'amour même, ça peut aller assez loin. Et bien cet enfant, ce fœtus, ressentirait un petit peu tout ça dans le ventre de sa mère en fait. Donc ça aussi c'est assez surprenant. La notion d'eau et de lumière aussi. Oui, qui coexistent. Qui coexistent. Oui, qui sont là, oui, en symbiose. Tu nous parles également d'une expérience avec Sandy. Alors, ça parle également, je dirais, de poissons, de dauphins. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors Sandy, donc en fait j'ai été contactée par une dame qui m'écrit parce qu'elle avait été très touchée par en fait mon parcours. Que je relate dans mon précédent ouvrage, et elle me dit mais c'est bizarre, il y a comme des signes entre vous et ma fille, c'est-à-dire voilà, et pareil, en gros on est tombé malade au même âge,
donc on avait les mêmes symptômes, et puis bon, voilà, il y a d'autres signes, et puis elle me dit voilà, elle a une leukodystrophie, donc c'est-à-dire en fait c'est le cerveau qui dégénère, qui dégénère au point qu'elle est aujourd'hui dans un état post-relationnel, c'est-à-dire un état de conscience vraiment minimum. Donc elle ne peut plus communiquer que par des battements en fait de cils, donc faire un oui ou un non, et elle ne peut pas marcher, enfin elle est hospitalisée. Bon. Et donc elle me demande si je peux effectivement faire quelque chose pour elle. Alors bon, sachant que j'allais dire l'étape est très très haute, la marche est très haute pour moi, je me sentais, je lui ai dit écoutez, je veux bien tester, mais complètement bénévolement, parce que je savais que c'était un peu en dehors de presque de mon scope, quoi, d'une certaine manière. Et en fait, c'est assez étonnant parce que le soir où c'était un vendredi où j'ai dit oui à cette dame-là, le lendemain matin, je me réveille avec comme si je venais de me baigner, donc un sentiment de flottement sur l'eau. Et j'ai une vision de cette jeune femme sur un bateau et qui me montre, elle se retourne vers moi et elle me montre du doigt des dauphins et des baleines. Je me dis mais c'est bizarre quoi, et puis je me dis mais bon, est-ce que j'en parle à sa maman, elle va me prendre pour une zinzin. Et puis je me dis bon bah toi t'as rien à perdre, voilà. Puis j'envoie un petit message et donc de là elle me dit mais oui mais c'est hallucinant parce qu'en fait on est parti il y a quelques années effectivement voir les dauphins et les baleines, et donc voilà. Et de là je me suis dit mais en fait pourquoi elle m'envoie cette image là, pourquoi j'ai cette vision là. Et de fil en aiguille, je lui ai fait une méditation avec les sons des dauphins, des baleines, pour l'aider à guérir. J'ai enquêté aussi pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces animaux. Et ce sont des animaux qui sont bien plus sur Terre depuis de très nombreuses années, bien avant nous, et qui ont une intelligence très développée et qui communiquent, qui savent communiquer effectivement, non seulement bien sûr entre eux, mais aussi avec nous. Ils ressentent chez les êtres humains où il y a des pathologies, typiquement les dauphins, voilà, ils vont directement à l'endroit où il y a une pathologie. Donc voilà, donc j'ai découvert finalement un univers que je ne connaissais absolument pas et qui m'a vraiment interpellée. Et qui me fait poser beaucoup de questions justement sur tout ce monde marin qui était là avant nous, encore une fois, et puis qui sait sûrement beaucoup plus de choses que nous. Nous, on est étriqués, puis on a un mental très très fort en tant qu'être humain, on est dans le contrôle, on est dans une société très technologique, donc très analytique, mais eux, c'est très instinctif, c'est très... il y a d'autres sens qui sont en jeu. Plus connecté à la source. Et plus connecté à la source, voilà, exactement. Donc moi ça m'a mis un petit peu sur une piste sur laquelle je ne pensais pas du tout aller. Et je pense que cette jeune femme, Sandy, m'a ouvert les yeux aussi sur ce monde-là. Alors j'ai pas eu le temps de tout creuser, mais je pense que c'est un domaine moi qui m'intéresse, et je me voyais bien aller nager avec les dauphins. Et vraiment ça m'a parlé, quoi, ça m'a beaucoup émue. Mais je pense qu'on a beaucoup encore à découvrir, à apprendre de ces mammifères. D'accord. Et suite à cette enquête, pour toi, l'eau nous enseigne la vie. Quelle démarche, protocole, astuce tu pourrais nous recommander pour justement vivre au mieux de façon terrestre avec cette eau? Alors, cette eau, c'est déjà l'eau qu'on va boire. Donc l'eau qu'on va boire, c'est bien la choisir. Alors moi, j'ai pas de conseils particuliers à donner aux personnes, si ce n'est souvent de ne pas prendre des eaux forcément en bouteille, parce qu'il y a en bouteille plastique, j'entends, parce qu'il peut y avoir derrière justement des particules. Mais privilégier une eau plutôt dans une bouteille en verre, par exemple. Après, je sais que Marc-Henri, lui, il a justement sur son site internet, parce qu'il y a une association vraiment dédiée à l'eau, l'étude de l'eau, il donne vraiment toutes les infos. Oui, je mettrai le nom de l'association de Marc-Henri parce qu'il fait un beau travail. Oui, mais il fait eau quantique et information, dynamisation de l'eau. Mais complètement, il fait un travail incroyable. Donc il donne vraiment des conseils aussi par rapport à quelle eau choisir, comment dynamiser son eau, comment la purifier, etc. Et pour répondre plus précisément à ta question,
l'eau, concrètement, on peut l'informer nous-mêmes, c'est-à-dire avec nos mains, comme justement l'expérience de Jean-Marie Le Gall, on peut très bien mettre nos mains de part et d'autre de l'eau et l'informer par donc, notre intention, par la lumière qu'on a tous encore une fois, et puis on peut se relier à la source, à se relier à cette énergie divine d'amour qui nous porte, pour informer cette eau. Et pour tout simplement la réénergiser. Est-ce que tu penses par exemple que si on se sent fatigué, on peut émettre cette intention par rapport à l'eau, de nous redynamiser, de venir nous redonner un coup de boost en y pensant quelque part, en émettant vraiment l'intention sur cette bouteille d'eau? Oui, pour moi, oui, je pense qu'on peut. Alors après, c'est pas scientifique ce que je dis là pour le coup, mais c'est c'est ma conviction. Oui. C'est vraiment ma conviction. Donc effectivement, on peut redynamiser avec notre état d'esprit, avec du coup nos émotions, parce qu'il faut se mettre aussi dans un état d'esprit et état émotionnel dans lequel on va communiquer avec cette eau pour lui envoyer des bonnes ondes, comme on dit, des bonnes énergies. Et ça, oui, c'est hyper important. Ensuite, c'est de boire en conscience. Vraiment. Ça, c'est important de boire en conscience. Et pas à la va-vite, c'est vraiment, ok, je me purifie. Ça peut être ça aussi. Ou avec un acte de gratitude en remerciant l'eau. En remerciant l'eau, exactement. Sachant que la notion de gratitude, c'est très puissant, très très puissant. Parce qu'en fait, c'est aussi remercier pour déjà être au monde, être là. Parce qu'on n'a pas été créé, c'est pas nous-mêmes qui nous sommes créés nous-mêmes. Il y a un principe supérieur qui nous a créés. Donc, c'est aussi remercier pour qui on est, pour ce qu'on a. Et pour cette eau qui vient nous purifier ou nous dynamiser, nous réénergiser. Voilà, tout dépend de l'intention qu'on peut effectivement y mettre derrière. D'accord. Ouais. Toi, suite à l'écriture de ce livre, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Alors moi, c'est plus une grosse prise de conscience, encore une fois, par rapport à Lourdes. Pour moi, ça a été assez tranchant. Assez tranchant. Non, en fait, ça c'est un des aspects qui est important dans ma vie, c'est donc ce lien à Marie, dont je parle beaucoup. C'est un aspect important. Ensuite, c'est se dire aussi que l'eau, en fait, on doit la préserver. Ça constitue 70% de notre planète. Ouais. Est-ce que toi tu as mis des actions en place? Parce que par rapport à ce réveil, je suis peut-être curieuse, mais du coup, c'est vrai qu'avec une prise de conscience comme ça, on a envie d'être dans l'action et de faire sa part du colibri par rapport à l'étendue, mais au moins en tout cas être dans l'action. Alors déjà, ce livre, pour moi, c'est une manière de témoigner et de peut-être ouvrir un petit peu les esprits des gens à cette problématique, parce qu'en fait, il y a une vraie urgence par rapport à l'eau au niveau de la Terre, clairement. Là, c'est pas... Et c'est au-delà de la politique, ça c'est important aussi. C'est pas un message écolo-politique que je donne, c'est un message très factuel. On va dans le mur, pour faire simple. Donc à force de polluer les océans, à force de maltraiter, de ne pas respecter l'eau et la terre, c'est nous-mêmes qui ne nous respectons pas au final. Donc la terre, moi je dis souvent, elle n'a pas besoin de nous, l'être humain. Elle va se régénérer, s'il n'y a plus de main d'être humain, pas de souci, elle va continuer à vivre différemment, mais sans nous. Donc c'est nous qui avons besoin de la planète. Après, moi j'ai pas eu plus d'engagement, que ce soit associatif ou autre, pour l'instant, par rapport à cette prise de conscience de l'eau. Voilà. Moi, c'est plus dans le quotidien, de boire aussi une eau en conscience. Quand je prends une douche, par exemple, je demande à ce que ma journée, déjà me purifier, et puis à ce que ma journée se passe au mieux. Voilà, que je fasse des belles rencontres, que je puisse donner aussi aux personnes autour de moi. Donc oui, du coup, c'est un rapport un petit peu différent que je peux avoir dans ma vie, mais pas des grandes choses révolutionnaires. C'est peut-être que le début. Est-ce que par ton enquête, on sent bien que tu as été ouvrir des portes? Est-ce qu'il y a des sujets que tu souhaiterais toi développer par la suite? Il y a des choses que tu n'as pas pu mettre dans le livre parce que d'autres choses sont arrivées après l'écriture. Est-ce que tu souhaites en parler? Alors les autres choses, oui. Justement, c'est en lien avec les dauphins. Moi, c'est une thématique sur laquelle j'ai envie
continuer à comprendre, en fait, de creuser cette piste-là, j'allais dire, de comprendre le lien et l'aide qu'ils peuvent nous apporter pour nous dans notre quotidien. La deuxième piste, moi, que j'ai, c'est l'eau en tant aussi que vecteur de guérison. Voilà. Donc tout ça, c'est des pistes, et puis de moyens de communication avec d'autres mondes. Voilà, ça c'est quand même 2 ou 3. Tu me posais la question tout à l'heure, mais au fait, et là en fait en te disant, on me dit, ah oui mais quand même, quand même. Donc voilà, c'est un peu les 3 axes sur lesquels j'ai envie d'aller, mais j'allais dire, je me laisse porter aussi par l'eau. Voilà, je sais que typiquement ce livre, c'était un appel de l'eau, parce que j'étais pas du tout câblée, entre guillemets, pour écrire là-dessus. C'était pas mon intention, j'y connaissais rien. Voilà, à part que moi, je me suis rapprochée de mes origines en venant à Vannes, mes origines bretonnes. Mais voilà, après, j'ai l'impression que tout s'est un petit peu décanté. C'était, voilà, j'ai eu des signes, des synchronicités qui m'ont fait aller dans ce domaine-là. Mais je sais que c'est comme le début, voilà, et qu'il y aura une suite, il y aura une évolution. Donc, moi, je reste toujours dans un état d'ouverture et d'émerveillement sur ce qui peut arriver. Moi, je reste un peu comme un enfant à dire « Ah ouais, il y a ça qui arrive. Ok, alors après, ça, c'est mon mental qui va dire « Ok, mais alors ça veut dire quoi? Creuse la piste, tac, tac, tac. » Mais avant tout, voilà, je reste dans cette espèce d'état d'ouverture. Et de ce que là-haut veut bien me donner, en fait. Parce que, voilà, moi, je me sens un peu... le petit ouvrier de là-haut, quoi. Nous sommes tous que des élèves, de toute façon. Exactement, exactement. Est-ce que dans le futur, tu te vois, toi, mêler à la fois le soin et l'eau ensemble? Oui, c'est probable. C'est la force qui te pousse aussi? C'est relier les deux? Oui, oui. L'énergie, je dirais, mariale, liée à quelque chose de plus grand? Oui. Voilà, que ce soit dans l'eau ou par la jonction d'une eau pendant tes soins. C'est ça, exactement. C'est une piste à laquelle j'ai pensé, et notamment avec l'eau de Lourdes, mais pas que, parce qu'en fait, il y a d'autres sites d'apparition, d'apparition mariale, mais pas que, sur lesquels, effectivement, l'eau est guérisseuse. Donc tout ça, c'est une thématique qui m'intéresse, même si pour l'instant je ne comprends pas bien comment ça fonctionne tout ça, mais je me dis, j'ai envie de travailler avec cette eau pour les soins, voilà, pour aider les personnes effectivement à aller mieux, et puis à ce qu'il y ait des prises de conscience aussi qui se font. Et je pense aussi qu'on peut... que la eau est là aussi pour nous aider à travers cette eau, voilà. Donc pendant le soin, ça c'est sûr. Donc voilà, ça va être un petit peu... L'au-delà devient... Et c'est ça, exactement. Merci Fabienne pour cette interview. Merci infiniment à toi, Céleste. Vous avez apprécié cette interview et vous souhaitez en savoir plus sur cette enquête. Le livre Tout est lié aux éditions Le Duc est disponible. Vous pouvez également retrouver l'expérience de Amy de Fabienne Raoult dans son premier livre, Mon bref passage dans l'autre monde aux éditions Le Duc. Vous souhaitez rentrer en contact ou obtenir un soin énergétique avec Fabienne, n'hésitez pas à vous rendre sur son site présent ci-dessous sur la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker pour être au courant des prochaines interviews. À très bientôt!